va nous présenter, puisque moi tout à l'heure j'ai été mufle, je ne me suis pas présenté. Eh bien, bonjour mesdames. Le micro est ouvert ? Ah, pardon, voilà. Petit problème technique. Eh bien, bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. J'espère que vous allez bien. Moi, en ce qui me concerne, je suis très heureux d'être parmi vous, très heureux de vous accueillir également dans cette charmante salle, et je suis ravi également de vous présenter nos invités à cette table ronde. Et nous avons la chance aujourd'hui, pour le prix d'une, nous en avons deux, n'est-ce pas ? Donc le thème, comme vous le voyez marqué, sera sur peut-on rencontrer des dames blanches ou des fantômes ? Sujet passionnant, mystérieux, mais tout autant intéressant. Pour nous en parler, je suis ravi de vous présenter Stéphanie Del Regno. Alors, qui est Stéphanie ? Elle est écrivaine, elle est fondatrice de la maison d'édition La Vallée Heureuse. Absolument, elle a écrit de nombreux ouvrages, dont le dernier que je vais vous montrer, c'est le livre des Dames Blanches. Alors, je vous le conseille, il est passionnant, il y a des récits très intéressants, et en plus, il y a de belles illustrations. Donc, le livre des Dames Blanches. Voilà. Et à mes côtés, je crois qu'il est inutile de vous le présenter, mais pour les rares personnes qui sont dans cette salle, qui ne vous connaissent pas, pour les moins de 16 ans, on va dire, quoique les moins de 16 ans vous connaissent également. C'est le professeur Yves Lignon. Il est maître de conférences honoraires à l'université Jean Jaurès. Il est le fondateur du laboratoire parapsychologique de Toulouse. Il est écrivain également, et je vous conseille un de ses derniers livres, Le petit guide scientifique du voyageur au pays du paranormal. Alors vous aurez certainement beaucoup de réponses à vos questions sur certains phénomènes. Ça va bien sûr des fantômes, spectres, mais aussi aux dames blanches, aux tables tournantes, aux expériences de mort imminente, et même j'ai vu un chapitre sur l'ufologie. Alors, je trouve, vous voyez, ces deux livres indispensables dans votre bibliothèque, et c'est peut-être un cadeau très intéressant à l'approche de Noël. Pensez-y, voilà. Donc, nous passons au thème de cette table ronde. Peut-on rencontrer, alors tout d'abord, des dames blanches ? Alors, Stéphanie, avant de vous poser la question traditionnelle, qu'est-ce qu'une dame blanche ? Et sans faire de psychanalyse de bas étage, j'aimerais savoir qui était la petite Stéphanie durant votre enfance. Celle qui a été baignée dans l'imaginaire peut-être des fées, des sorcières, des dames blanches. Quel a été votre déclic ? Alors, déclic, non. Par contre, pas baignée dans l'univers des fées et des sorcières, par contre de l'invisible, très tôt, et confrontée à des choses un petit peu bizarres que je voyais quand j'étais petite. Et voilà, donc je continue mes expériences. Donc il y a un peu de voyance et un peu... Pas de voyance, non. Pas de voyance au sens définition scientifique oui. d'Yves. Non. Ça va être, oui, des expériences un petit peu mystérieuses. Non tangibles. Ouais. Ce qui vous a donné le déclic, donc, après, pour écrire les ouvrages, dont le dernier, Les Dames Blanches. Et je rebondis en vous posant la question, qu'est-ce qu'une dame blanche et son origine ? Alors, la définition d'une dame blanche, c'est le fantôme d'une jeune femme, en général jeune femme, qui est restée fixée sur l'endroit de son accident ou d'un lieu en lien avec son histoire, et elle est morte toujours dans des conditions hyper violentes, hyper brutales. Voilà. Donc ça, c'est la définition de la dame blanche. Et l'origine Elle est assez multiple et elle est assez lointaine, en fait, parce que nous, quand on parle des dames blanches, on va penser aux dames blanches, aux autostoppeuses évanescentes. C'est la légende. Dont de Palavas. Entre autres, exactement. Et, sauf qu'en fait, la dame blanche remonte au Moyen-Âge, au cycle arthurien notamment, à la fée Mélusine, parce qu'on retrouve beaucoup de racines dans la tradition celtique. En fait, les fées étaient blanches
Et puis nous, les fantômes sont blancs, donc on a fait le lien entre les deux très tôt. Et ce sont surtout des témoignages, des histoires qui ont été transmises oralement sur des châteaux hantés, donc les phénomènes de hantise dans des châteaux. En France, on a énormément de châteaux, donc il y a beaucoup d'histoires. Ce sont des lieux très très chargés. Et on parle aussi donc énormément de dames blanches. Mais ce sont des histoires qui remontent souvent, pour ma part, d'après mes recherches, au XIe siècle. Voilà, je n'ai pas réussi à aller plus loin, mais à partir du XIe siècle, ça commence à se démocratiser. Et sont-elles porteuses de mauvaises nouvelles, on dit? Alors, il y en a, oui. Alors, on parle de légendes, là. Voilà, de légendes, absolument. Voilà. On est vraiment dans le folklore et la légende. Alors, quand on parle des phénomènes de hantise dans les châteaux, il y a des dames blanches messagères, porteuses de nouvelles. Donc, elles viennent soit annoncer une naissance, soit annoncer un décès. Quand on parle des autostoppeuses évanescentes, donc toujours selon la légende, je tiens à préciser, il y en a, on dit que celles qu'on ne va pas prendre à bord du véhicule, il va nous arriver un malheur si on ne les prend pas, et celles qu'on accepte de prendre... Pour avertir d'un accident? C'est quand on les prend à bord du véhicule. Quand on ne les prend pas, on a l'accident. Quand on les prend, on n'a pas l'accident. Voilà. Mais ça reste la légende. Oui, ça reste bien sûr la légende. Et y a-t-il un lien entre les apparitions mariales et les dames blanches? Parce que généralement, on représente la Vierge Marie habillée en blanc. Est-ce qu'on peut faire un rapprochement ou pas? Est-ce qu'on peut dire que c'est une dame blanche? Alors, je suis assez contente que vous posiez la question parce que... Je vous remercie. Je me suis intéressée justement à ce sujet-là. J'essaie de faire le lien. Alors, il se trouve que souvent... Alors, des apparitions mariales, il y en a beaucoup. Des reconnus, il y en a très peu, reconnus par l'Église. Mais par contre, des expériences, il y en a beaucoup. Et il y en a autant que d'expériences d'apparitions de dames blanches. Mais il se trouve qu'on fait souvent l'amalgame, en fait, entre les deux. On prend souvent une apparition mariale pour une apparition de dame blanche et une apparition de dame blanche pour une apparition mariale. Sauf qu'on va reconnaître une apparition mariale déjà à l'intensité du moment. Quand on vit ça, quand on vit une rencontre de ce niveau-là, ça va pas être pareil qu'avec un fantôme, parce qu'on est sur une autre fréquence vibratoire. Et physiquement, si on peut voir, il y a des signes distinctifs, en fait. Quand la dame blanche, elle est vraiment vaporeuse et blanche, c'est tout. Et l'apparition de la Vierge Marie, on va soit retrouver des petites fleurs sur ses chaussures, soit la ceinture bleue. C'est différent. Et est-ce que vous avez relevé dernièrement un cas d'apparition dans notre région d'une dame blanche? Alors, on a eu le témoignage d'Antoine. C'est une apparition de dame blanche. Alors, il nous a pris une photo à Cadalin. Ça s'est passé à Cadalin le 15 mai 2017. Cadalin, on peut dire c'est proche d'Albi, non? Oui, c'est entre Gaillac et Albi. Donc c'est dans le Tarn, c'est pas très loin. Alors sur le moment, il s'en est pas rendu compte. En fait, il allait prendre le déjeuner chez son frère, qui habite à Gaillac, et en rentrant chez lui, donc lui, il habite du côté de Grenade, il prend en photo le panneau de sortie de Cadalin. Il en profite, donc il envoie à son frère, il le remercie pour ce bon repas, il lui dit ça y est, je quitte Cadalin, je rentre chez moi. Et son frère lui répond, est-ce que tu as vu ce que tu as pris en photo? Et lui, pour lui, c'était juste le panneau de sortie de l'agglomération. Donc il se gare, et puis il regarde de plus près, et puis il voit une forme vaporeuse, en fait, derrière le panneau, à côté d'un arbre, parce que les arbres bordent la nationale. Et là, il se demande ce que c'est. À la suite de quoi, il envoie la photo à Yves. Yves me fait suivre l'affaire. Donc moi, je prends contact avec Antoine. Je l'ai eu longuement au téléphone, on s'est rencontrés à plusieurs reprises, on a énormément parlé de ça. Alors moi, je voulais m'assurer de sa bonne foi au témoin. Pour la petite histoire, il est policier, donc il n'aurait aucun intérêt non plus à se décrédibiliser. Et lui, qui est quelqu'un d'assez pragmatique, il a été vraiment bouleversé par ça. Donc il a réussi aussi à trouver au niveau des arbres des espèces de paréolidie, des visages tortueux, donc dans le tronc, donc deux visages tortueux et cette forme à côté vaporeuse. Alors quand on a vu les photos,
ce que je fais moi en général, c'est que je regarde dans les archives, je mène l'enquête, voir s'il y a eu un décès, s'il y a eu une mort, un accident vraiment brutal sur les lieux. Je n'ai rien retrouvé du tout. La forme vaporeuse, elle ressemble pas trop à une femme non plus, alors que tous les témoignages de Dame Blanche, on sait que ce sont des... les témoins n'ont à aucun moment ne doutent en fait. Pour eux, c'est une femme. C'est une femme, dans la plupart des cas, jeune, sinon un peu moins jeune, mais c'est une femme, la silhouette, elle est là. Là, il n'y avait pas vraiment de silhouette. Mais par contre, en creusant, en fouillant, il y a un habitant du village qui, lui, a annoncé en fait, qu'il y avait eu un cas d'apparition mariale il y a très longtemps dans ce village et que la Vierge Marie avait demandé à construire une chapelle. Voilà. Mais j'ai pas trouvé de traces d'accident sur les lieux. Alors, si vous permettez, je vais faire un peu l'avocat du diable, parce que cette histoire m'a interpellé, surtout la première partie, parce que je pense qu'il y a deux parties. La partie que moi je dis anormale de cette histoire, c'est la première partie, et la partie paranormale. Alors, anormale, je me suis posé la question, je me suis dit, mais je ne mets pas du tout en doute les dires d'Antoine, hein, ça s'est passé en 2017, et je me suis dit, mais comment un gars qui passe très souvent par ce village, se dit un jour, tiens, je m'arrête au bord de la route, il est policier, sachant le risque de s'arrêter au bord de route, de dire, je prends en photo le panneau d'agglomération, qui est banal, hein, c'est le nom d'un village qui est complètement banal, c'est pas Montcuq par exemple, où on prend photo, et puis il se dit, tiens, je l'envoie à un copain. Et ce copain se dit, ah oui, regarde bien, il y a une forme vaporeuse, etc. Moi, la première partie me trouble un petit peu. Comment on peut s'arrêter comme ça d'un coup ? On va prendre le mathématicien que vous êtes là. Au point de vue statistique, ça serait intéressant. Non, on ne va pas parler de statistiques parce qu'on les rendrait folles. Mais moi, elle m'interpelle au contraire. Parce que, effectivement, ce n'est pas une photo prise en tenant le volant d'une main et l'appareil de l'autre. Oui, il faut s'arrêter. C'est quelqu'un qui s'arrête et qui fait la photo. Et donc, qui va manœuvrer son appareil, son téléphone, son smartphone, pour l'envoyer, la photo. Or, ce quelqu'un ne voit rien. Quand il envoie oui, mais il est plus facile d'envoyer un texto en lui disant, écoute, on a passé un bon moment. Bon, il décide de faire une photo. Oui. Bon, effectivement, c'est bizarre. Mais enfin, chacun a ses habitudes. Ou ça fait partie de la normalité. Il décide de faire une photo. Et il fait la photo, donc c'est posé, c'est pas fait à la va-vite. Il s'arrête, il fait la photo, il l'envoie, et il ne remarque rien de particulier. C'est le destinataire, son frère, qui lui dit « Mais qu'est-ce qu'il y a sur cette photo ?» Donc ça, moi, ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Parce que s'il y avait ce qu'on appelle une pareidolie, c'est-à-dire si on voyait des images un peu partout, comme on voit un bonhomme qui porte une échelle dans la Lune, il aurait vu quelque chose, lui aussi. S'il y avait une tâche quelconque excitant l'imagination, il aurait vu quelque chose. Or, Antoine, il a vu une photo extrêmement banale. Et son frère a vu la même photo qui, pendant le trajet, n'était plus banale. Et ça m'intrigue. Donc c'est une forme vaporeuse. On ne voit pas de visage, on ne voit pas une forme... C'est pas une silhouette. C'est vraiment une tâche, oui. Est-ce que c'est déjà arrivé ? Est-ce que vous avez eu, plusieurs photos ? Pardon, Georges, pause, page de publicité. La photo est dans le livre de Stéphanie, qui est en vente là. Absolument. La page de publicité est terminée. Donc vous allez pouvoir déterminer si c'est véritablement une dame blanche ou une substance chimique ou due au climat. Il y a peut-être une explication rationnelle, naturelle, banale. Voilà, je penserais plus à ça. Il faut bien savoir que face à tous les phénomènes bizarres et anormaux, il y a dans l'extrême majorité des cas une explication simple à laquelle souvent les gens ne pensent pas sur le moment. Mais il y a très souvent une explication simple. Mais surtout, et c'est pour ça qu'il y a des chercheurs scientifiques en parapsychologie, il n'y a pas toujours une explication simple. Il reste un résidu, et c'est ce résidu qui mérite d'être étudié. Autrement dit, il ne faut pas voir du parapsychologique ou du paranormal partout. Il faut dire que le parapsychologique ou le paranormal est rare, mais certain.
a bien compris. D'ailleurs, on aura l'occasion tout à l'heure vous allez nous raconter une histoire de Dame Blanche qui vous a le plus marqué. Hein. Mais C'était pas prévu, mais si vous voulez. Ah ben oui, voilà, oui, si, c'est c'était prévu. prévu. Si, Mais- c'est prévu. C'est prévu. Voyons. Il y en a qui vont avoir une mauvaise note. Séquence. Là, attention, c'est le professeur qui parle. oui, Hein. séquence de. Oui, ça doit être. Voilà. Bon, Mais je avant, ne le retrouve pas, mais, mais ça avant y est. mon cher Yves, Le prof n'a jamais tort. vous avez le micro, ça tombe, Ouais. ça tombe très bien. Moi aussi, je vais vous poser la question traditionnelle. Qu'est-ce qu'un fantôme? Vous y avez répondu Ah, en ben, première partie. en partie. J'ai En répondu partie. aussi. En Non, parce partie. que, Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, hein, je vais vous poser la même question qu'à Stéphanie, là. Vous qui êtes mathématicien, scientifique, quel a été le facteur déclenchant que vous vous êtes intéressé aux phénomènes paranormaux? ben, je dois avoir quelque part un chromosome non identifié. non, pour tout vous dire, et Richard le sait, depuis mon adolescence et même avant, je suis un grand lecteur de littérature fantastique, d'histoire de fantômes, un grand spectateur de cinéma fantastique. Et puis, je pensais que tout ça, c'était de l'imaginaire. C'était de l'imaginaire, que les histoires de fantômes, les histoires de prophéties, c'était du matériel pour écrivains ou pour cinéastes. Et puis, il se trouve qu'au début de ma carrière, j'ai eu l'occasion d'enseigner en Grande-Bretagne, ce qui est très intéressant d'enseigner en Grande-Bretagne. Quand vous donnez votre premier cours, il n'y a que les Écossais qui vous conviennent, qui vous comprennent. Donc, vous en sortez en vous disant qu'en Écosse, on parle l'anglais avec l'accent toulousain. Donc, en Grande-Bretagne, un jour, en préparant des exercices, je tombe sur un exercice, un énoncé de problème, quoi. Un personnage prétend être capable de voyance. On lui propose de participer à un test tel qu'il est pratiqué à l'université Duke aux États-Unis depuis 1927. On dit OK. Il y a donc des gens qui font des expériences sur toutes ces histoires qui te passionnent. Ah, et quelles expériences? J'ai commencé à me renseigner et ainsi de suite. Quand je suis rentré en France, il y a un autre de mes chromosomes qui s'est activé. Celui-là, c'est le chromosome Don Quichotte. J'ai découvert donc ce que je racontais tout à l'heure, qu'en France, il y a un grand vide à propos de ce type de recherche. J'ai dit, en tant que Don Quichotte vaniteux, ce vide, je vais essayer de le combler. Et je vais essayer de créer un laboratoire de parapsychologie dans mon université. Voilà comment j'en suis arrivé là. D'accord. Et dites-moi, je vais vous poser une question là qui va vous faire sourire, mais peut-être qu'elle n'est pas si anodine que ça. Comment se fait-il qu'on ne voit jamais de fantômes nus? Oh, mon cher Georges, vous êtes très mal informé. Ah. Vous êtes très mal informé. Certes, on n'a jamais vu le fantôme, enfin il n'y a pas de témoignage sérieux, le fantôme de Marilyn au moment où elle enfile son Chanel là, pour la nuit. Mais Parce qu'on a vu la Dame Blanche de Palavas, on aurait pu voir la Dame non, Blanche du Cap d'Agde. oui, bien sûr. Mais oui, en particulier. Mais ça, il faudrait demander à Michel Houellebecq ce qu'il a pu voir quand il passait par le Cap d'Agde. C'est un autre débat. Mais ceci dit, donc, est-ce qu'on a des fantômes féminins nus? Parce que les fantômes masculins, les voir à poil, on s'en fout. Oui, mais bien sûr. Soyons Peut-être que les cochons. dames ne Des sont pas fantômes tout à fait féminins. d'accord. Non, il y a un problème. Alors moi, je vais être plus scientifique que Stéphanie, qui est écrivain et un peu poète, qui parle de ses contacts avec l'invisible. Moi, je constate que dans les témoignages de Dames Blanches authentifiées, en particulier celui de Palavas, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, les gens sont incapables de pousser la description du personnage. C'est-à-dire, ils disent, à un moment donné, au bord de la route, nous avons vu une dame blanche, et quand on commence à leur demander, qu'est-ce que vous entendez par dame blanche? Est-ce qu'elle était vêtue de blanc? Est-ce qu'elle avait l'air livide, presque comme un fantôme? Les gens, même s'il y a plusieurs témoins, à Palavas, il y avait 4 témoins, et les témoignages étaient indépendants, les gens n'arrivent plus à répondre. Quand on essaie de pousser, bon, vous dites c'était une dame blanche, donc elle portait des vêtements blancs. Est-ce que ça ressemblait à un survêtement? Est-ce que ça ressemblait à une robe de mariée? Les gens ne peuvent plus répondre. Ils vous parlent de dame blanche. Donc, si elle était nue, ils ne l'ont pas vue. Ah, d'accord.
Donc on ne peut pas certifier totalement que c'était une dame blanche. Non. Enfin, Voilà. c'est une dame blanche au sens où ça obéit à la typologie, à la répartition en catégories, et où des témoignages comme celui de Palavas ou comme ceux que Stéphanie rapporte dans son livre, on en trouve dans le monde entier. Il y en a en Chine, il y a des témoignages chinois. Si vous ne saviez pas qu'ils sont chinois, vous vous diriez qu'ils se sont produits, qu'ils ont été, qui viennent du côté de Pompertusa. Ah oui, effectivement. Et vous savez combien de pourcentage de Français croient aux fantômes? Ça, je ne sais pas, parce que de toute façon, les enquêtes de sociologie ne sont pas très J'ai dit, sérieuses. Mais il doit y avoir quand même une majorité. Eh ben, j'étais étonné, figurez-vous. Ah. C'est-à-dire une majorité. Les 2 tiers, je vais dire, les 2 tiers des Français. Et j'ai bûché un peu, j'ai dit je suis devant le professeur quand même. Et au dernier sondage, il n'y aurait que 13% de Français qui croient aux fantômes. Il y a du Non, boulot à faire là. Il y en a beaucoup plus. Voilà. C'est comme en politique, hein, Oui, les oui, oui. sondages, Oui, oui, ça veut non, tout non, dire. non, Par non. contre, au Canada, il y en a 35%. De mémoire, aux États-Unis, il y a 50%. Et là où on croit le plus Non. aux fantômes, c'est en Thaïlande, paraît-il, 98%. Oui, il y a de très belles histoires de fantômes extrêmes orientaux. Non, mais il y a beaucoup plus de gens qui croient aux fantômes. Oui. Justement, pour ouvrir le chapitre de mon livre sur les fantômes, je cite Madame du Défunt, qui était une contemporaine de Voltaire. La marquise des- Marie de voilà. Vichy. des encyclopédistes, et quand on lui demandait est-ce que vous croyez aux fantômes, elle répondait non, évidemment, enfin j'en ai peur. Ça veut tout Voilà, dire. Voilà. Bon, donc non, il y a beaucoup plus de gens qui croient aux fantômes, parce que le fantôme, une fois de plus, est lié à l'idée de l'après-mort. Et le fantôme, alors dans tous les pays du monde et dans toutes les latitudes, je l'évoquais un peu tout à l'heure, c'est toujours la même définition, s'il doit y en avoir une, c'est un mort qui revient et qui se manifeste. Et on a des catégories carrées. Il y a 2 sortes de fantômes. Il y a le revenant. Alors le revenant, il a un avantage, c'est qu'on le reconnaît. On le reconnaît parce qu'il revient sur les lieux où il a vécu. Il porte les vêtements qu'il portait de son vivant. Donc on le reconnaît. À mon avis, c'est celui qui doit faire le plus peur. Hein. Bon, tandis que le fantôme, stricto sensu, c'est le squelette de Pline, etc., avec son suaire et ses chaînes. Bon, celui-là, on en a tellement vu au cinéma que si on en croise un, ça va, on rigole. Mon vieux, faudrait se rhabiller avant de prendre froid. Tandis que si vous allez à la Tour de Londres et que vous croisez le fantôme du bourreau, la Tour de Londres est pleine de fantômes. Si vous croisez le fantôme du bourreau et si la hache dégouline encore, quand même, Oui, il y a un truc. ça va faire un peu flipper, vous vous demandez s'il cherche un client ou quoi. Je vous signale que la dernière grande histoire de fantômes en Grande-Bretagne s'est déroulée au sein de la banque Coutts. Et que la banque Coutts, c'est pas n'importe laquelle, c'est celle où la reine a son compte perso. Donc il y avait un fantôme qui hantait les couloirs de la banque de la reine, et ça franchement ça fait pas propre. Hein. Oui, effectivement. Donc on a fait ce qu'il fallait, on a fait venir un chasseur de fantômes, le gars a dit que ça vous coûtera assez cher mais je vais vous en débarrasser, et il n'a pas volé son argent, puisque depuis on n'a plus vu le fantôme, mais on sait qui c'était. C'était un espèce de baron qui avait été dépossédé par un ancêtre de la reine, parce que le fantôme revient souvent parce qu'il a des choses à dire et qu'il a des comptes à régler. Mais ça, c'est ce qui se raconte. Oui, Est-ce que les fantômes sont une réalité? C'est une autre question. grand débat. Et donc, en ce qui vous concerne, Stéphanie, je vais vous poser la question tout à l'heure. Quelle est l'histoire ou l'apparition qui vous a le plus marqué de Dame Blanche, qui est incontestable pour vous? Moi, ça va être surtout les hantises de château. Ah, on revient donc Ça au va être spectre surtout La, ça. fantôme, dame, hein, Voilà. la dame blanche qui est un peu fantôme. qui est un peu Oui, fantôme. Oui, oui, parce que les autostoppeuses évanescentes, tous les témoignages se ressemblent. Pour certains, il y a eu des enquêtes de police derrière, mais on n'a pas beaucoup d'infos. Enfin, c'est assez compliqué. Je voulais juste revenir tout à l'heure sur les statistiques. Donc vos chiffres rejoignent tout à fait ceux d'une enquête qui avait été menée il y a quelques années par Louis Bénédy. Tu te souviens? Ah, de Louis Sud Radio. Bénédy, Oui. C'est Voilà. bien ça. Complice. avec Votre son complice. acolyte. Comment il s'appelait C'était Pierre Mathias, Pierre Martias, voilà. Donc ils étaient à peu près au même nombre, au même chiffre.
Par contre, moi, je fais le lien avec les dames blanches aussi, parce on a recensé que 300 cas. Je parle des autostoppeuses, la Oui, oui. naissante. Donc, jusqu'à présent, on n'a recensé que 300 cas. Par contre, il y a beaucoup plus de personnes en fait qui ont eu affaire à cette expérience et qui n'en ont pas parlé. Et comme quand on voit des fantômes, on n'en parle pas parce qu'ici, en France, on est hyper rationnel et on ne veut pas juste passer pour un fou. Moi, je vois après la sortie du livre, tous les témoignages que j'ai reçus de personnes qui m'ont dit voilà, j'en ai jamais parlé, ou j'en ai parlé il n'y a que maintenant, mais ça fait 20 ans. Moi aussi, j'ai fait une expérience comme ça. Voilà. Donc c'est juste Oui, les... c'est comme les expériences de mort imminente où les Voilà. gens n'ont pas osé Ouais, trop, Jean, il a mis trop en 40 ans. parler. Exactement, oui, parce que Jean Nous aussi a mis avons eu longtemps à à en Sud parler. Radio, avec Louis Bénédit, justement, un témoignage de dame blanche harceleuse. Alors ça, c'était déjà en avant-garde, parce qu'en général, c'est les personnes de sexe féminin qui sont harcelées. Mais là, c'est une dame blanche harceleuse. Oui. Ça se passait du côté de Lannemezan. Donc c'est un gars qui nous raconte que il rentre chez lui tard le soir, il est seul dans sa voiture, paf, dame blanche au bord de la route. Il accélère. À peu près 1 kilomètre plus loin, il lui en restait une quinzaine à faire. La dame blanche de nouveau. Le gars accélère encore plus et il l'a retrouvé comme ça, Plusieurs fois. jusqu'à ce qu'il arrive chez lui. Alors là, il s'est jeté sous la couette. Ah, ça c'est curieux, Ouais, ça. oui. Donc c'est une dame blanche, moi je l'appelais une dame blanche harceleuse. Enfin, c'est sans doute peut-être, il y avait peut-être rien de paranormal. C'était Oui, une oui. dame qui voulait rentrer chez elle tard et qui insistait. Mais en fait, si elle faisait des bonds de kilomètres, Oui, kilomètres, quoi, Qui dépassait la c'est voiture. quand même un peu bizarre. Hein. Non, moi, pour parler de dame blanche authentique, donc moi je n'ai étudié que sur dossier, ce que Stéphanie racontait Oui. tout à l'heure à propos de la dame blanche de Canalais. C'est-à-dire des gens m'envoient un témoignage et je me demande si le témoignage tient la route. Et donc il y a la fameuse dame blanche de Palavas en 1981, où là, on ne va pas raconter l'enquête en détail. C'était 4 jeunes, des étudiants, 2 couples, 2 gars, 2 filles, qui revenaient de Palavas début d'été. Et donc une dame qui sera décrite comme une dame blanche, qui est là au bord de la route, et on la prend. Et comme c'est une dame, on l'a fait monter sur le siège arrière avec les 2 filles. C'est assez compliqué parce que c'était une voiture où il n'y avait que des portières avant. Donc on imagine la scène, les gars qui se lèvent, on rabat les fauteuils, la dame se glisse, elle s'installe derrière. Et donc on arrive près d'un carrefour qui est réputé comme dangereux. À ce moment-là, la dame donne un avertissement et elle disparaît. Et ces 4 gars, ces 2 gars et ces 2 filles, sont tellement traumatisés qu'ils filent au commissariat. C'est-à-dire qu'ils ont été au commissariat dans le quart d'heure qui a suivi l'événement. Ils filent directement à Montpellier. Et donc il y a eu une enquête de police extrêmement poussée. Et l'enquête qui a été faite par notre équipe et qui était dirigée par un psychologue. Et donc, alors avec les interrogatoires standards, recouper les témoignages, etc. Et à la fin, le psychologue est allé rencontrer le flic, l'officier de police qui était en charge du dossier. Et donc, ils ont eu un entretien relativement bref, mais qui résume, à mon avis, tout le problème, tout le mystère de la Dame Blanche. C'est-à-dire que le policier a commencé par demander à mon ami « Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ?» Et mon ami a répondu « Ces 2 gars et ces 2 filles ne mentent pas. » Et il a ajouté « Je vous parle d'un psychologue qui sait ce que c'est qu'un mensonge, qu'une dissimulation. » Et réaction, mais alors, il me l'a dit après, très spontanée, venant du fond du cœur de l'officier de police, je lui dirais, je peux vous dire que ces 4 jeunes ne mentent pas, et je vous parle en flic. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment extrêmement intriguant, d'autant plus qu'on retrouve... C'est le cas le plus connu. Oui, il est assez connu, qu'on retrouve toutes les caractéristiques standards, en d'apparition. particulier, ce que j'évoquais, l'incapacité de décrire le personnage. Incapacité de répondre aux questions sur l'âge supposé, sur le type de vêtements, etc. C'était une dame blanche. Et par ailleurs, on a vérifié, ces 4 jeunes, ils n'avaient jamais entendu parler de dame blanche, ils s'en moquaient. Oui, ça remonte comme à combien de temps? En 1980. Voilà, il y avait moins les réseaux sociaux Oui, par contre, actuels. il y a eu une épidémie dans la région. Après, les gens se sont mis à voir des dames blanches partout. Il faut dire qu'il y avait des caméras de télé qui avaient débarqué aussi. Donc, je pense bien. on n'a pas manqué de témoins, plus exactement de faux témoins.
Mais cette histoire de Palavas, c'est personnellement celle que j'ai étudiée, je peux dire avoir étudié le plus à fond. Et pour moi, ça reste un mystère. D'autant plus qu'il y a le détail qui m'a frappé personnellement. La voiture n'avait pas de portière arrière. La dame est montée à l'arrière. Oui, ça c'est Ils ont- encore ils- plus, plus curieux, ça. Oui, ils ont bien dit, on s'est arrêté, on a rabattu les sièges parce que on n'osait pas la faire installer devant, etc. On lui a dit, installez-vous avec les jeunes filles. Et c'est assez intéressant parce que là, ça a permis de poser des questions. Mais alors, si vous l'avez fait installer avec les jeunes filles, vous avez peut-être une idée de l'âge, etc. Et il y en a un des deux garçons, qui a dit qu'elle avait peut-être la cinquantaine. Mais enfin, donc elle est montée derrière et arrivée à ce carrefour, elle a dit attention, ce carrefour est dangereux, et elle a disparu alors que la voiture roulait et qu'il n'y avait pas de portière. Eh oui. Voilà. Et auparavant, à cet endroit, il y avait eu un accident. Non, il était réputé comme dangereux. Ah, Il y donc a il y a eu eu- des accidents où il y avait quelque chose, mais pas. Enfin, c'était pas. Est-ce qu'il y a eu des morts? Non, oui, ça je ne sais pas. Enfin, il était réputé comme dangereux, mais c'était pas un de ces carrefours qui donnent lieu à pétition, aménagez-le et ainsi de suite, assez de dégâts. Ça, c'est vraiment une histoire qui m'a Intéressante. beaucoup Et justement, on parle de fantômes là. On devait avoir comme témoin un témoin intéressant. Hein, c'était Michel Cabanier. Et qui, en 1980, vous allez nous raconter son histoire. C'était, moi, je disais, c'est l'homme qui a rencontré le fantôme, Oui. pour faire court. Voilà. Alors, c'est Michel, c'est sa voiture qui s'est dématérialisée, du moins symboliquement. Il n'a pas pu prendre la route. Aujourd'hui. Il n'a pas pu prendre la route ce matin. Donc c'est quelqu'un qui est un ancien cadre bancaire. Hein, pour le situer, en situant sa profession, on situe à peu près le personnage. Et que j'ai rencontré à la mi-octobre lors d'une conférence à Narbonne. Et à la fin de la conférence, il est venu me dire j'ai un témoignage à vous fournir. Je lui ai répondu ce qu'on répond systématiquement, c'est une règle de travail. Faites-moi un témoignage écrit. On demande toujours des témoignages écrits parce que quand elle écrit, la personne va essayer va penser, va dire il faut que je dise tout. Alors que si elle vous le dit oralement, spontanément, elle va penser à ce qui est important à ses yeux et qui n'est pas forcément vraiment important pour le scientifique. Donc il m'envoie son témoignage, qui est un cas de voyance, ça c'est assez curieux, de voyance, de prémonition spontanée. Donc je lui réponds, je lui dis ce que j'en pense. Et puis là, il m'envoie une autre lettre, il me dit, je lis donc, j'en profite pour vous donner un autre témoignage qui commence à dater, mais dont les faits me sont restés en mémoire. Au début des années 80, nous étions 3 personnes en pleine nuit, près d'une vigne, à faire des observations astronomiques. Une 4e, ma copine d'alors, vous voyez, ils disent tous les gens, ouais, franchement, ma copine d'alors était restée dans la voiture garée en bordure du chemin de vigne face à nous. C'est alors que nous avons vu une forme éthérée, gris-blanc, transparente, comme glissant le long de la vigne et passant tout près du véhicule, puis près de nous. Nous l'avons vu venir pratiquement de face, puis sur le côté. La copine dans la voiture l'a vu passer sur son côté droit. Là, c'est une perception intéressante, car vue sous des angles différents et par 4 personnes. L'apparition pouvait faire penser à un homme âgé. Donc on est plutôt dans la catégorie fantôme que la catégorie dame blanche. J'avais interprété cela comme étant la coquille astrale d'une personne décédée, selon les spirites. C'était un peu à l'image de cette photo du début du XXe siècle, représentant le fantôme d'une femme descendant un escalier. Donc là, ce n'est pas un nuage qu'ils ont vu. C'est une silhouette. Non, c'est une silhouette, puisqu'il écrit bien. Nous avons pensé à un homme d'une 50aine d'années. Puis surtout, évidemment, ce qui est intéressant, ce sont les témoignages multiples. Et les témoignages multiples avec 2 points de vue. Ça, c'est encore plus intéressant. Parce qu'il y a les 3 qui sont dans la vigne, qui voient, ce personnage passer sous un certain angle. Et il y a celle qui est dans la voiture qui le voit sous un autre angle. Donc ça, c'est intéressant. Ce qui manque, c'est le fait qu'il ne me dit pas à quelle date c'est. Je disais tout à l'heure, toujours l'obsession de chercher de la précision. C'est en 1980. Hein, oui, voilà, dans les années 80. Mais ce qui m'intéresserait plutôt, c'est l'époque de l'année. Est-ce que c'est l'époque où pour il y a raison des nuages de brume, des choses comme ça dans les villes? Et je crois qu'il y a une étude qui a été faite sur les pesticides à l'époque.
qui aurait pu provoquer des hallucinations. Des hallucinations. Oui, peut-être aussi. Mais enfin, il ne me donne pas ce genre de détails. Oui. Il ne me dit pas si justement c'était la saison des brumes, c'était un coin à brume. Et oui, c'est important ça, par contre. Si on l'avait rencontré, moi je lui aurais posé d'autres questions, parce qu'il faut être certain aussi qu'il n'y a pas une espèce de biais dans les témoignages. C'est dire que ça ne commence pas par l'un qui dit j'ai vu quelque chose, et les autres qui se mettent à dire je l'ai vu moi aussi, qui sont un peu suggestionnés. Donc ça c'est un point faible. De même, comment ont-ils parlé de l'apparition à la jeune femme qui était restée dans la voiture? Est-ce qu'ils sont arrivés en lui disant nous avons vu, est-ce que tu as vu? Exact. Ou est-ce que c'est elle qui leur a dit j'ai vu, est-ce que vous avez vu? C'est vraiment important. Absolument. Si elle dit j'ai vu, est-ce que vous avez vu? Ben là, on a vraiment des témoignages indépendants. Puisque eux, ils certifient l'avoir vu avant de regarder la voiture. Si c'est eux qui arrivent en disant nous avons vu, est-ce que tu as vu? Il y a une possibilité de suggestion aussi. Mais c'est un témoignage très intéressant. Absolument. On aurait pu cuisiner Michel, mais donc psychiquement, il a détraqué sa voiture pour éviter que nous lui posions des questions cet après-midi. Mais entre nous, là, Stéphanie, sincèrement, vous y croyez aux Dames Blanches et aux fantômes? Oui. J'ai pas honte de le dire. La question à Yves. Plus embarrassante, non? Je comprends pas. Le verbe croire n'a aucun sens pour un scientifique. Donc, Si vous me demandez est-ce que vous croyez aux questions, aux fantômes, je vais vous répondre, Georges, pourquoi m'interrogez-vous en Moldovalac? Par contre, si vous... Ciel, le câble. Ah bon voilà, ça y est, ça remarche. ça repart. Donc, quand Georges me demande est-ce que vous croyez aux fantômes, je lui réponds pourquoi m'interrogez-vous en Moldovalac? Je ne comprends rien. S'il me demande est-ce que vous savez si les histoires de fantômes ont un fondement scientifique, est-ce que vous savez? Ah, je me dis ça y est, Georges se remet à parler français et je peux répondre oui. Il y a un fondement scientifique aux histoires de fantômes. Et ce sont des expériences qui ont été réalisées en laboratoire à Paris à la fin de l'année 1919 sous la direction d'un prix Nobel qui se nomme toujours, même s'il est mort, Charles Richet, qui a eu le prix Nobel parce que c'est lui qui a découvert l'allergie. Donc, pour raconter cette affaire-là, il faut se replacer dans le cadre du spiritisme. Le spiritisme est une doctrine qui prétend que les esprits des morts, ce qui correspond à l'âme des chrétiens, se manifeste de diverses manières. Et parmi cette manifestation, il y a ce que les spirites appellent l'ectoplasme, c'est-à-dire une forme blanchâtre qui apparaît. Eh bien, en 1919, les détails sont dans mes livres, page de publicité, donc en 1919, avec un spirit, on a reconstitué à Paris, en laboratoire, des séances de spiritisme, il y a eu des apparitions de fantômes, d'ectoplasme. Et donc, moi, je pense que les histoires de fantômes qui courent la planète, elles ont pour base, pour fondement, ces histoires d'apparitions ectoplasmiques de formes blanches que certaines personnes pourraient produire. Parce que les ectoplasmes qui ont été observés en expérimentation en 1919, c'est du béton. Oui, il n'y a aucun moyen de trucage. Non. Parce que j'ai pu voir des photos. Ce qui m'intrigue, c'est les voilages noirs derrière, cabine spirit douteuse. Vous voulez des détails? Oui. La personne qui était censée produire ces fantômes, qui est ce qu'on appelle communément le médium, qui était un Polonais, un écrivain polonais, était mise dans un babygros adulte format spécial, un pyjama sans ouverture au bout des pieds et au bout des bras. Bon, il était attaché par des menottes à des expérimentateurs et avant même qu'on commence, il avait subi une fouille avec, comme disent pudiquement les comptes rendus, un examen de la totalité de ses cavités naturelles.
Donc c'est ce qu'on appelle de la fouille, ça. Et vraiment, c'est indiscutable, quoi. Les critiques, quand ils parlent de cette histoire d'ectoplasme, vous disent, ah oui, mais bien sûr, mais alors, pourquoi ils n'ont pas attrapé un bout de l'ectoplasme pour le mettre dans une éprouvette? Mais il y a eu des moulages qui ont été Voilà. Alors là, il y a un problème. La personne, il faut avoir un esprit scientifique ouvert. La personne qui vient vous voir en disant, je peux faire apparaître en quelque chose des fantômes. Vous lui dites, très bien, on va observer ça. On fait un petit essai, effectivement, les fantômes apparaissent. Vous lui dites, ah, nous sommes vraiment de plus en plus intéressés, on va recommencer et on gardera un morceau du fantôme. On veut savoir ce que ça. Et le témoin, l'auteur des fantômes, le fabricant des fantômes vous dit, il y a un problème, si l'ectoplasme ne regagne pas mon organisme, je suis en danger de mort. Vous êtes face à un gars qui vous déclare ça. Il y a le scientifique, il est là. Et le bonhomme vient lui dire ça. Si vous en prenez un morceau, je meurs. Pour le scientifique, il y a deux attitudes possibles. Première attitude, ce gars-là est forcément un tricheur. Il est en train de prendre des précautions pour que je puisse le choper, pour pas que je m'aperçoive qu'il utilise le blanc d'œuf à grande échelle, et ainsi de suite. Deuxième attitude, ce gars-là est sincère. Pourquoi pas? Donc, la bonne attitude scientifique, c'est de faire le pari de la sincérité. Dire on verra ultérieurement, mais pour le moment, on va laisser cette masse regagner son organisme. Mais qu'est-ce qu'on va faire entre-temps? On va faire des moulages. Et donc on a moulé les mains de l'ectoplasme parce que c'était une silhouette, il y avait des mains, il y avait des bas de visage, il y avait même des pieds. On va faire des moulages en plâtre avec les techniques qu'on apprend aux Beaux-Arts. Et là, on aura une trace concrète. Et on a eu une trace concrète. Donc pour moi, ces expériences qui sont uniques dans l'histoire de la parapsychologie scientifique sont les histoires qui montrent que tous les récits de fantômes, et même peut-être de Dames Blanches, ont un fondement concret. Il y a vraiment quelque chose. Quand quelqu'un vous dit « j'ai vu un fantôme », il ne faut pas d'entrée lui dire « tiens, voilà mon excellent confrère qui est psychiatre, téléphonez-lui de ma part ». Non, il y a un fondement, ça me paraît indiscutable. Mais vous me parlez surtout en 1919, mais là, nous sommes en 2019, Voilà. là, avec tous les outils Voilà. numériques, les portables. Voilà. On devrait avoir beaucoup plus de preuves. Bien sûr. Mais les temps ont changé. Les temps ont changé et à l'époque, l'état d'esprit, la mentalité était différente. Quelqu'un comme ce Polonais n'hésitez pas à aller à la rencontre des équipes scientifiques, ou bien quand des équipes scientifiques l'invitaient, il répondait aux invitations. Maintenant, il y a en Grande-Bretagne un groupe d'obédience spirite qui s'appelle l'Arche de Noé et qui prétend toujours produire ces fameux ectoplasmes. Mais ce groupe n'accepte pas les scientifiques. Bon, là aussi, il ne faut pas d'entrée dire ils n'acceptent pas les scientifiques parce qu'ils ont peur qu'on démasque un trucage. Il faut penser que les gens peuvent être honnêtes, les gens peuvent être sincères. Sauf que s'ils n'acceptent pas les scientifiques, on ne pourra évidemment jamais faire la moindre observation. Mais il y a des groupes encore. Il y a des groupes. Il y a des témoignages aussi, mais qui sont peut-être un peu biaisés, qui proviennent du Brésil. Non, moi je pense que le phénomène est toujours présent, mais la société a changé. Oui. Et j'aime bien la citation dans votre livre, là, et j'ai beaucoup apprécié celle d'Henri Poincaré, qui disait « Douter de tout ou tout croire sont deux solutions également commodes qui, toutes deux, nous dispensent de réfléchir. » Eh ben oui. Voilà, je trouve ça, cette situation ben oui, très intéressante. Il était tellement plus facile de se tourner de l'autre côté et de rabattre la couette, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces phénomènes posent des questions énormes, des questions révolutionnaires. Et quand je le dis, est-ce que la conscience pourrait subsister, pourrait exister encore après la mort? C'est une question scientifique. Oui. Sauf qu'il y a des gens qui préfèrent penser, c'est plus commode pour eux, que tout est fini et puis après il n'y a pas de souci à se faire, il n'y a pas d'interrogation à avoir. Et si vous permettez, Yves, avant de donner la parole au public pour les questions, je l'ai fait rarement, mais je crois qu'elle est ce témoignage, c'est un témoignage personnel qui est de circonstance aujourd'hui, et vous allez comprendre pourquoi. Et vous parliez de synchronicité tout à l'heure. Et j'aimerais vous parler de la synchronicité, en ce qui me concerne, du chiffre 17.
parce que notre vie, celle de mon épouse, de mes enfants, ont été marquées tout au long de notre chemin de vie par le chiffre 17. C'est-à-dire que je suis né un 17. Mon épouse est née un 17. On s'est connus un 17. On a habité un 17. Mes enfants ont habité un 17. Et de nombreuses circonstances ont été marquées par le chiffre 17. Et malheureusement, j'ai perdu mon épouse qui est décédée il y a 14 ans de cela, d'un cancer du sein. Et 3 jours avant son décès, je la veillais, elle était plongée dans un coma artificiel. Je me suis approché d'elle et je lui ai dit, écoute ma chérie, s'il y a quelque chose qui survit après notre vie terrestre, tu me fais un signe. Et je lui ai dit, pas n'importe quel signe, le signe 17. Eh bien, mon épouse est décédée un 17 à 17 heures précises, chambre 17. Et les 2 jours qui ont suivi son décès, j'ai dans mon salon un luminaire qui est composé de 12 lampes et 2 appliques, une lampe de la cuisine. Il y a eu un phénomène électrique. J'ai eu 15 ampoules qui ont claqué les 2 jours après. Le lendemain, j'ai voulu prendre la voiture de mon épouse pour aller à la chambre funéraire. J'ai tenu à prendre la voiture. Phénomène électrique également. J'ai eu les 2 ampoules, et c'est très rare d'un véhicule qui ont claqué, ce qui m'a fait 17 ampoules qui ont claqué en tout. Et le clin d'œil que je voulais dire, c'est que vous m'avez invité aujourd'hui à participer à cette table ronde, et c'est la salle 17. Voilà, c'était un petit clin d'œil comme ça que je tenais à vous dire sur la synchronicité du chiffre. Et puis, puisque nous avons un éminent mathématicien, qu'est-ce que vous pensez de cette succession de synchronicité? Je pense qu'évidemment, une telle succession d'occurrences du nombre 17, comme nous disons nous autres les mathématiciens, elle est tellement improbable que le plus raisonnable est de la considérer comme impossible. Et pourtant, elle s'est produite. Oui. C'est impossible et ça s'est produit. Les questions commandent cela. Et évidemment, ça interpelle. Il est quand même plus rationnel de se demander qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière ça que de chercher des explications bidons. C'est un ensemble de coïncidences. Vous saviez que votre épouse était née un 17 quand vous l'avez rencontrée, vous le saviez à l'avance, et ainsi de suite. Bien sûr, on peut... Et ce sont ces démarches-là qui consistent à dire tout s'explique, qui sont irrationnelles. Le rationnel, c'est de se dire il y a des questions. Ben, je vous remercie. Ouais. Et vous avez quelque chose à rajouter avant de passer la parole au public? Juste une toute petite chose. Tout à l'heure, tu parlais d'une autostoppeuse harceleuse. Oui. Dans les légendes, le folklore aussi, on a des autostoppeuses entreprenantes. Oui. Voilà, on a des autostoppeuses, des dames blanches infanticides, il y a de tout. Il y a de tout. Et même des conducteurs entreprenants avec des dames blanches. Ah. Voilà. Et on les reprend pas, on les y reprend pas. Il y a un conducteur qui a été, je crois, je ne sais pas si c'est dans votre livre, qui a été entreprenant envers une dame blanche qui s'est évaporée, et il a eu tellement peur qu'elle ait ouvert la porte. Et il a été lui-même à la gendarmerie raconter cette histoire, hein, je crois. Alors en fait, il commençait un petit peu à la toucher, et il s'est rendu compte qu'elle était très froide. Donc là, il a commencé un peu à avoir peur, et puis elle, ça ne lui a pas plu, elle a hurlé, elle s'est évaporée. Voilà, donc il est parti à la gendarmerie de lui-même raconter son histoire, et il a juré qu'on ne le reprendrait plus la prochaine, à toucher une femme, une autostoppeuse. Une histoire intéressante. Mais vous savez, même Georges Brassens croyait aux dames blanches, puisque dans Oncle Archibald, qui est une de ses plus belles chansons, une chanson sur la mort, il raconte que la mort soulève un peu le pan de son suaire pour montrer ses mollets. Ça veut tout dire. Eh bien, Stéphanie, Yves, avant de laisser la parole à notre public, moi je tenais simplement à remercier et à féliciter les organisateurs de ces rendez-vous paranormaux, et je pense qu'ils méritent nos applaudissements ainsi que nos invités. On peut les applaudir très chaleureusement, toutes ces personnes dans ces bastions. Voilà, donc si quelqu'un souhaite poser une question à Stéphanie ou à Yves, n'hésitez pas.
Je sais que vous nous avez dit que c'est un public timide, mais ça n'empêche pas de poser quelques questions. Oui, le monsieur, allez-y. Oui, oui, oui. Bon, alors, pour l'IFRES, l'Institut français, qui est en réalité une association privée, même si le nom est un peu impressionnant, et pour les expériences du Père Brune, je parlerai de sincérité intellectuelle. C'est-à-dire que si dans ce qu'ils produisent, il y a du bidouillage, c'est involontaire, c'est inconscient. Parce que le Père Brune, qui est décédé récemment, qui était un excellent homme, à qui je l'ai fait beaucoup souffrir. Dans ma vie, j'ai fait souffrir beaucoup de prêtres, notamment, et donc, mais qui me marquait beaucoup d'amitié, alors que j'ai été quelquefois très agressif à son égard dans des rencontres publiques. Le Père Brune pensait d'abord en prêtre. Donc, il cherchait, et c'est en ça que je parle de sincérité intellectuelle, à confronter mais allant dans son sens. Je pense qu'il en est de même pour l'IFRES, mais ça, je vous en reparlerai dans quelques années si Asmodée me prête vie, parce que j'ai bien l'intention de consacrer une grande partie de la fin de mon existence, parce que j'ai une espérance de vie, n'est-ce pas, qui n'est pas de l'ordre du siècle et demi, à l'étude de la transcommunication instrumentale. Parce qu'il y a énormément de matériel, et il n'y a jamais eu d'études scientifiques vraiment sérieuses, indépendantes. Moi, j'ai quelquefois fait des essais. On tombe sur des gens qui sont sincères. Quand vous dites on voudrait étudier des enregistrements bruts, ils vous répondent on va vous donner des enregistrements qui sont montés, où on a fait des découpages, pour que ce soit plus clair. Et encore une fois, ce n'est pas de la mauvaise foi de leur part. C'est dans leur tête, c'est comme ça. Pour vous convaincre, il faut qu'un peu, on vous prépare le matériel. Mais j'ai vraiment l'intention de consacrer beaucoup de temps à l'étude de la transcommunication instrumentale, parce qu'il y a beaucoup trop de matériel pour qu'on ne pense pas qu'il y a quelque chose derrière. Alors, pardon, pour ce qui est de Victor Hugo, je vais vous ouvrir une nouvelle page de publicité. J'en parle dans mon livre, justement dans le guide du voyageur scientifique, parce que je me suis amusé à faire le calcul, les messages reçus par Victor Hugo, combien de fois la table devait taper à la seconde. Bon, la réponse est dans mon livre, mais ça ne met pas en cause non plus la bonne foi de Victor Hugo. Mais enfin, la table tapait un peu vite quand même. Bon, il y avait une question pour toi. Moi, je mets un point d'interrogation sur Fatima. Oui. Donc, Yves a traité le sujet. Franck, que vous entendrez tout à l'heure, notre ufologue, pareil, a traité le sujet. Donc, moi, c'est un gros point d'interrogation pour moi. Ah, moi, je vais me déchaîner. Non, parce que Fatima est une imposture. Une énorme imposture religio-politique. Tout a été mis en évidence par Gérard de Sède, et oui, Gérard de Sède, celui de Rennes-le-Château, dans un livre qui est passé inaperçu, et que là aussi j'espère un jour faire rééditer, qui s'appelle Enquête sur une imposture. Fatima, Gérard de Sède a fait une enquête de journaliste extrêmement brillante. Il a compris le contexte politique de l'époque. Au Portugal, on venait d'établir la séparation de l'Église et de l'État. Et une partie de l'Église catholique n'acceptait pas ça. Donc Gérard de Sède a retrouvé des témoins, des curés, qui disaient « il nous faudrait une bonne apparition. Trouvez-moi des enfants illettrés ».
Et donc tout le livre développe cela, c'est véritablement une imposture. Il est assez d'ailleurs significatif, ce que personne ne sait à l'heure actuelle, que la hiérarchie catholique à l'époque, portugaise, a refusé de cautionner. Parce que justement, la hiérarchie catholique, elle était un peu sur le modèle de Léon XIII au moment où il y a eu la séparation de l'Église et de l'État en France. Elle était d'accord pour qu'on instaure la laïcité au Portugal. Donc la hiérarchie catholique a refusé de cautionner. Ce sont certaines branches du catholicisme et du clergé portugais qui ont monté l'affaire. Et les preuves sont éblouissantes et je dirais même effarantes dans l'enquête de Gérard de Sède. Bon. Tout comme un autre enquêteur, un ami belge qui s'appelle Marc Calais, quelqu'un qui a fait un Richard Desnolan qui lui a coupé la digestion un jour, donc, mais qui est sympathique aussi. Marc Calais, un enquêteur belge, est arrivé à la même conclusion. Et quand vous parliez à Gérard de Sède avant sa mort, ou à Marc Calais présente, vous dites, bon d'accord, pour les apparitions, on est d'accord, c'est une imposture, vos enquêtes sont incontestables. Maintenant, il y a quand même un truc, c'est le 13 octobre, la fameuse danse du soleil. Et là, aussi bien Gérard de Sède que Marc Calais vous répondent si on parlait un peu d'autre chose. Donc, ça laisse une porte ouverte. Oui, si on parlait un peu d'autre chose. Moi, mon opinion personnelle est que vraiment, le 13 octobre, il s'est produit un phénomène paranormal. Quand on étudie le dossier de cette danse du soleil, quand on voit, une fois de plus, le recoupement des témoignages indépendants, des gens qui ont vu la même chose et qui l'ont rapporté sans se concerter. Il s'est passé quelque chose. Alors les ufologues pensent que c'est peut-être la manifestation d'une société extraterrestre, mais ça vous le demanderez peut-être à Franck tout à l'heure. Moi je ne suis pas ufologue. Mais je dis qu'à Fatima, il ne faut pas non plus, il faut pas tomber dans l'admiration béate, dire c'est une vierge, non, c'est une manigance politico-religieuse. Mais quand on dit c'est une manigance politico-religieuse, il ne faut pas faire comme Marc Calais et Gérard de Sède, dire le 13 octobre, c'est sans importance. Au contraire, ça a une importance énorme. Voilà, je pense que vous avez eu la réponse à votre questionnement. Y aurait-il notre question? Incroyable. C'est dommage parce que j'aperçois, Yves, dans le public, là, trop timide, une personne qui a fait une expérience de mort imminente il y a 45 ans de cela. Et c'était intéressant, mais je pense il ne souhaite pas en parler. Il ne souhaite pas en parler. Non, je ne savais pas qu'en rentrant dans la salle 17 au Gaumont-la-Beige, on coupait les langues des gens. Il faut croire que oui. Ça me paraît assez barbare, mais c'est peut-être l'explication. Si vous n'avez pas de questions, alors je vais vous raconter quand même une dernière petite histoire. Avec grand plaisir. Bon, je n'ai pas demandé à voir un tableau noir, un tableau papier, parce que chez Maladif, chez moi, quand je suis depuis un tableau noir ou devant un tableau noir ou un tableau papier, je me lance dans la démonstration de la convergence de la loi binomiale vers la loi normale. Et je me suis dit, si je demande un tableau comme ça, il y aura un mouvement de panique, on va s'écraser en courant vers la sortie. Donc il n'y en a pas. Mais j'ai une feuille. Je vais tenir le micro, s'il vous plaît. Donc vous voyez cette feuille. Imaginez que ici, c'est un monastère. Là, le haut de la feuille, c'est un monastère, un bâtiment à Mortemer dans l'Eure. Et tout le reste de la feuille, c'est un grand jardin, un jardin de monastère qui est devant. Bon, un jour, vous allez devoir tenir le micro 5 minutes. Bon, un jour, il y a des histoires de fantômes qui courent dans ce monastère. Et arrivent deux personnages, le directeur du théâtre d'Évreux et un de ses amis qui était magnétiseur, l'ami magnétiseur croyant aux fantômes, bien entendu, et le directeur du théâtre disant « moi je suis un intellectuel, on ne me la fait pas », etc., etc. Donc le magnétiseur lui dit « viens, on va aller dans cette abbaye de Mortemer essayer de voir les fantômes ». Et ce magnétiseur avait une hypothèse, il pensait que les fantômes s'imprimaient dans l'air du temps, etc. Donc ils y vont un certain jour, ils arrivent tous les deux, ils sont ici.
là, au coin du jardin. Le monastère est toujours là, il n'a pas bougé. Le directeur reste là, puis commence à dire, il fait humide, il fait nuit, etc. Va faire tes affaires, moi je t'attends là. Donc le magnétiseur s'enfonce dans la brume et disparaît. L'autre, au coin du jardin, commence à dire, bon, alors j'espère qu'il n'en a pas pour longtemps, et ainsi de suite. J'espère que ça ne va pas durer, parce que franchement, on chope la crève ici, en Normandie, en pleine nuit, en automne. Bon, il attend, et au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il voit? Là, au coin, à la porte du monastère, une silhouette blanche. Oh, nom d'une pipe, nom de Zeus, nom de tout ce que vous voudrez. Mais est-ce qu'il y aurait vraiment un fantôme dans ce monastère? Et il voit la silhouette blanche qui se déplace à pas lents, réguliers, le long du monastère et qui arrive ici au coin. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Oh, renom de Zeus, renom de Dieu, renom de tout ce que vous voulez. Voilà la silhouette blanche qui tourne et qui avance vers notre bonhomme qui est ici. Wow, j'aurais pas dû venir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Où il est passé le copain? Et voilà, toujours le même rythme de pas mesuré, qui avance. Et c'est toujours une silhouette et ça se rapproche et ça se rapproche. Ce n'est qu'au dernier moment que notre bon directeur de théâtre s'est aperçu que c'était son copain qui arrivait et qui, à cause de l'humidité, s'était mis une couverture blanche sur les épaules et sur la tête. Alors, reconnaissez que c'est une fausse histoire de fantôme, mais que quand même elle est jolie. Elle est très jolie, très intéressante. On vous remercie Yves, merci à Stéphanie. Allez, On peut les applaudir chaleureusement. Merci. Allez, on fait une pause de 10 minutes. Et je pense qu'une pause de 10 minutes qui vous est offerte gracieusement, qui est comprise dans le prix de l'entrée. exactement par l'association Calme-toi.